Bonsoir. Bonsoir Djibril Sidibé, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. 7 jours viennent de s'écouler, 7 jours riches en informations. Le début de semaine aura d'ailleurs été marqué par la réouverture des restaurants le soir à Monaco ou par la journée de la Terre que nous avons évoquée avec le photographe Yann Arthus Bertrand. Sport, e-sport, Grand Prix historique auront été également abordés sur notre antenne. Nous avons aussi fait le point sur tout ce que vous avez voulu savoir sur la Covid-19. Bref, sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. On attrape principalement le Covid en discutant avec des personnes contaminées, surtout lorsqu'on ne respecte pas les gestes barrières et notamment le port du masque. On peut aussi l'attraper effectivement par manuportage lorsqu'on se contamine les mains sur des surfaces. Et si ensuite on porte les doigts sur les yeux ou dans la bouche. Pendant combien de temps est-on contagieux? La contagiosité commence dans les 3 jours précédant l'apparition des premiers symptômes et qu'elle se prolonge 10 jours après l'apparition de ces premiers symptômes. Évidemment, pour les personnes qui sont asymptomatiques, au lieu de se baser sur l'apparition des premiers symptômes, on va plutôt se baser sur le jour du test positif. Mais cela signifie que l'on peut être encore positif, mais plus contagieux? À la fin de la période de quarantaine, il arrive très souvent que les personnes conservent des particules, des résidus de virus dans les fosses nasales. Et ces particules vont rendre les tests positifs alors que les patients ne sont déjà plus contagieux. Et cela peut durer plusieurs jours, voire semaines après la fin de la période de contagion. Et les personnes vaccinées, sont-elles, elles, immunisées complètement? Alors non, d'une part, aucun vaccin n'est efficace à 100%. Et d'autre part, certains variants pourraient échapper à l'efficacité des vaccins. Par ailleurs, nous n'avons pas assez de recul pour savoir combien de temps l'immunité durera suite à la vaccination. L'immunité maximum, de toute façon, n'est atteinte qu'environ 10 jours après la deuxième dose de vaccin. Vous avez senti un bel élan de la part de la clientèle locale? Il y a eu une forme de solidarité, les gens ont joué le jeu? Ils ont joué le jeu et puis ils ont redécouvert le rocher quelque part. Et donc ils remontaient plus sur le rocher parce que c'est vrai qu'effectivement certains restaurants ou certains magasins avaient une connotation un peu trop touristique. Et maintenant c'est vrai que les gens redécouvrent le rocher donc avec une façon très sympathique et très particulière. Voilà. On va retrouver nos clients du soir, on va redynamiser un peu les soirées et puis voilà quoi. Et puis en tenant encore les grands prix historiques, Grand Prix, e-prix et le Grand Prix de Monaco, ça va nous aider beaucoup. Après, il faudra voir dans quel contexte et dans quelle mesure on va accueillir les clients étrangers ou les résidents d'hôtels. On sait que le secteur hôtelier souffre beaucoup des répercussions de la crise. Il y a eu des plans sociaux dans d'autres établissements monégasques. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez aujourd'hui ? Alors vous vous souviendrez que nous avions vraiment mis un point d'honneur à différencier le Métropole Monte-Carlo peut-être du reste des hôtels en principauté, en ce sens que nous avons décidé de ne pas faire de plan social par rapport à cette difficulté évidemment qu'est la pandémie. C'est une volonté de notre société propriétaire qui reste totalement à l'ordre du jour et nous avons le plaisir de retrouver nos 206 collaborateurs à contrat à durée indéterminée pour cette nouvelle page que nous allons écrire du Métropole Monte-Carlo. Il n'y aura donc pas de départ à l'hôtel Métropole. Est-ce que la tenue des 3 grands prix de printemps, c'est un signal fort et un beau motif de satisfaction ? C'est un très beau motif de satisfaction, je pense, tout d'abord pour la principauté, bien évidemment. Alors, je ne vous cacherai malheureusement pas que, effectivement, nous ne sommes pas dans un contexte, je dirais, normal, puisque pour ce Grand Prix historique d'ici la fin de semaine, les réservations ne sont bien évidemment pas au niveau de celles de 2019 ou de 2018, mais c'est un signal fort pour l'ensemble de la clientèle de la Principauté. Ces Grands Prix ont lieu, le Grand Prix électrique aura lieu et le Grand Prix de Formule 1. Donc c'est un signal très fort et nous nous en réjouissons. J'imagine que cette année, dans le contexte actuel, ça a été presque une gageure de parvenir à organiser ce Grand Prix dans les meilleures conditions possibles. Ça a été très compliqué, en particulier le contact avec les concurrents qui n'ont pas pu venir, qui se sont inscrits, qui sont très désolés, qui sont
Vous savez, c'est très difficile de dire, d'entendre des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui veulent absolument venir chez nous et puis qui ne peuvent pas à cause des conditions de transport, des conditions sanitaires. Ça fait mal au cœur. Et là, quand on les entend, il y en a certains, je vous assure, il y a vraiment des gens qui ont les larmes aux yeux de ne pas venir. Mais à qui appartiennent toutes ces voitures que l'on va pouvoir admirer? À des collectionneurs, à des écuries? En général, c'est des collectionneurs avisés qui ont souvent un grand nombre de voitures. Et c'est des collectionneurs qui, bien entendu, ont tout un staff autour d'eux pour pouvoir entretenir et faire courir ces voitures. Il faut qu'ils aient des mécaniciens, certains des ingénieurs, il faut qu'ils travaillent avec des ateliers qui sont connus, parce qu'il ne faut pas oublier que les voitures de course, rouler sur la route, c'est une chose, courir sur un circuit, c'est autre chose. Et courir sur le circuit de Monaco, c'est encore une troisième chose, parce que c'est extrêmement difficile. Ce sont des semi-pros, je dirais, pour beaucoup. L'aviron à Monaco, il faut remonter très loin pour en retrouver les premières traces, en 1888, avec la création de la Société des régates. Et à l'époque, l'aviron était associé aux activités du yachtisme. Et ensuite, on a eu la scission avec la Société nautique de Monaco et puis le Yacht Club de Monaco. Donc nous, on a continué à voguer de notre côté. Et donc voilà, je suis maintenant l'héritier d'une longue histoire. J'entends m'inscrire dans la continuité des actions de mes prédécesseurs. Et donc on a tous les ingrédients pour faire passer encore un nouveau cap à notre chère société nautique et je compte bien m'y atteler. On est vraiment très fiers que Quentin ait pu prendre plus ou moins ma relève après que j'ai pris ma retraite donc en 2012. Quentin Antonielli, pardon, oui. Et donc évidemment la Fédération monégasque du sport aviron le soutient avec l'aide évidemment aussi du comité olympique dans sa quête de qualification. Et on lui souhaite évidemment tout le meilleur succès possible. Après, vous savez, les compétitions olympiques sont vraiment d'un très haut niveau et Quentin est lui aussi d'un très haut niveau. Donc il faut faire la bonne course au bon moment, mais je ne doute pas qu'il y arrivera. Monaco a les arguments pour prétendre au titre? Ouais, c'est un grand mot, le titre. Je pense que ça reste quand même un rêve cette saison, vu le parcours de notre belle et jeune équipe cette saison. Maintenant, je ne dirais pas qu'on vise le titre, mais qu'on est à l'affût des clubs qui sont devant nous. Donc voilà, on va rester concentré sur le travail et puis pourquoi pas espérer, mais on reste modeste à ce sujet-là. Il y a une prise de conscience individuelle et puis aussi collective de la part de l'ensemble du club, des joueurs, des dirigeants et du staff technique. Voilà, on sait que ces 2 dernières années ont été mouvementées dans le club. Mais voilà, on s'est réfugié dans le travail, dans la rigueur, dans la discipline. Et puis aujourd'hui, on voit les fruits de nos sacrifices. On savait que dès le début de saison, ça allait être compliqué parce qu'il voilà, y a eu beaucoup de mouvements. Mais voilà, en tant que joueur de l'AS Monaco, on se devait d'honorer ce blason et puis de faire l'effort pour arriver à atteindre nos objectifs. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Maintenant, voilà, il y a une fin de saison qui est excitante. Et puis, comme je le dis, c'est un rêve de disputer la Champions League. Donc, on va tout faire pour aller chercher cet objectif maintenant. On pense à l'AS Monaco que l'e-sport, c'est une activité complémentaire de celle du football, à plusieurs titres. Et ça nous permet également de pouvoir toucher un public qui est différent de celui qui aime le football. Un public généralement qui est plus jeune, plus engagé et qui aime des choses encore plus digitales que le football qui se vit principalement de manière physique, même si ça tend de plus en plus vers le digital. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer à fond sur cette activité e-sport à l'AS Monaco. Il y a une stratégie de marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club tel que l'AS Monaco ne pouvait pas ne pas se tourner vers l'e-sport. Le mot Monaco, la marque Monaco, ce magnifique logo, ces magnifiques couleurs sont connus dans le monde entier. Donc nous, on est là pour continuer cette expansion sur différents territoires et c'est ce pourquoi notamment on a créé un partenariat très récemment avec une grosse structure e-sport qui s'appelle Gambit en Russie qui nous permet donc de continuer à développer notre marque sur un territoire clé qui est pour nous la Russie. Nous, pour être très clair, on a 2 profils de joueurs dans notre équipe. Il y a le profil du jeune de 17-18 ans qui présente beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais que grâce à notre encadrement, on va emmener vraiment au plus haut niveau. C'est ce qui fait l'ADN du club. Nous, au Global AS Monaco, avoir des jeunes joueurs, entre guillemets, les former, les post-former et les emmener au plus haut niveau. Mais on a également des joueurs très aguerris, qui, par exemple, notre triple champion du monde sur le jeu Pro Evolution Soccer à 26-27 ans. Et c'est assez âgé, entre guillemets, dans le monde de l'e-sport, mais il est là aussi pour
encadrer les joueurs et ils restent extrêmement performants. Donc, c'est vraiment ce mélange de gens plein de talent et plein de jeunesse avec des gens plus aguerris qui sont tout aussi talentueux qui font la réussite du projet AS Monaco eSport, niveau e-sportif. On est complètement incohérent, c'est-à-dire qu'on est dans la conscience est là, on sait ce qu'on doit faire, mais on fait le contraire de ce qu'on devrait faire. Par exemple, quand je fais mon film Home, on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. C'est-à-dire que toutes les énergies renouvelables qu'on a fait dans le monde ne sont pas soustraits aux énergies fossiles, elles s'y sont additionnées. Et aujourd'hui, quand vous entendez des scientifiques qui vous disent que le climat qu'on a eu pendant ces 20 000 dernières années sur laquelle s'est fondée notre civilisation est parti à jamais, hein, que le climat actuel, le climat qu'on a est parti à jamais, c'est quand même assez inquiétant, même plus qu'inquiétant. Aujourd'hui, on devrait tous arrêter de manger de la viande industrielle. Ça me semble tellement évident. On devrait tous arrêter de prendre l'avion comme on le prenait avant. Et une réflexion, c'est des exemples que je donne comme ça en général. Aujourd'hui, on est vraiment dans une urgence absolue. Le secrétaire général des Nations Unies disait il n'y a pas très longtemps qu'on allait vers une catastrophe climatique. Vous savez, derrière moi, il y a une photo du Bangladesh. C'est un pays où il y a 160 millions d'habitants. C'est un des pays les plus pauvres au monde. C'est un pays qui est sur un delta, ce qui fait qu'il est très, très proche du niveau de la mer. Déjà aujourd'hui, ils sentent les effets du changement climatique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Américain émet pratiquement 19 tonnes de carbone par an, un Français environ 12-13, et quelqu'un au Bangladesh peut en émettre 0,3, 0,4. Ce qui fait qu'il y a une injustice incroyable de penser que nos actions sont les gens les plus pauvres aujourd'hui qui vont en souffrir. Maintenant, je suis un optimiste inquiet, c'est-à-dire que je sais ce qui est en train de se passer. Vous savez, tous les jours, les chiffres s'accumulent sur la fonte des glaces, sur la pollution, sur la déforestation, sur la perte de la biodiversité. Tous les jours, les chiffres sont le plus mauvais. Comment vous pensez être optimiste là-dedans ? Voilà, je n'ai pas la solution. C'est vraiment une prise de conscience mondiale qu'on doit tous avoir ensemble. Et ça ne va pas être facile, mais il n'y a pas d'autre solution que d'y croire. Oui, et le prince Albert II a lui aussi appelé à une mobilisation collective pour la protection de l'environnement en cette journée de la Terre. Avant de nous quitter, coup d'œil sur ces vidéos qui ont attiré notre attention sur Internet. Voici le best-of des réseaux sociaux proposé par Alexandra Salustri. Le coup de patte qui fait la différence. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. Et très bonne soirée à tous sur Monaco Info.